Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et le lundi, c'est votre rendez-vous avec les vraies voix et l'art de bien vivre. On aime le bien vivre à la française. C'est votre bébé, celui-là. Hein, l'art de vivre, c'est mon bébé, ça c'est sûr. Et puis on reçoit des grands spécialistes aujourd'hui pour parler du Made in France, l'importance du Made in France, c'est-à-dire du fabriqué en France pour parler français. Nous recevons Luc Le Sénécal, qui est président de l'Institut National des Métiers d'Art et des Tricots Saint-James et qui bénéficie du label EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant. Bonsoir Luc. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous recevons Yves Gégaud, ancien ministre et fondateur de la certification Origine France Garantie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et nous recevons Clémence Maison, qui est gérante et co-gérante avec son mari Mathieu des chips Belzia. Ah, ça c'est bon. Et vous êtes tous les deux là. Je pensais que vous étiez toute seule, mais non, vous êtes tous les deux. Clémence et Mathieu sont voilà. là. Les chips Belzia, c'est la chips artisanale de Beauce. Attention, vous êtes, pour la petite histoire quand même, je le dis, 2 ingénieurs de formation et vous êtes devenus fermiers et producteurs de chips tous les deux. On adore l'histoire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le Made in France ? Le Made in France incarne bien plus qu'une simple indication d'origine. C'est aussi un héritage culturel, une tradition artisanale et un gage de qualité qui ont marqué l'histoire industrielle de la France. À l'heure où la mondialisation favorise les échanges internationaux, le Made in France représente une fierté nationale et une volonté de valoriser les savoir-faire locaux. Mais ce n'est pas toujours une science exacte. Nous allons débuter par ces points positif, évidemment, c'est notre volonté, Judith. Oui, on parle de plaisir aussi avec tout cela. Alors Yves Gégaud, votre définition du Made in France, tout simplement. Alors il y a des définitions, je pourrais vous donner des définitions juridiques du code douanier. Celle qu'on définit avec le cœur, si vous voulez. Au fond, moi je pense qu'au-delà de ce que vous venez de dire, produire en France, c'est un projet de société. Parce qu'au fond, la société, elle ne fonctionne qu'autour de la production, que ce soit la production agroalimentaire, que ce soit la production des objets du quotidien, que ce soit, si on dérive la production artistique sur ce sujet, et que moi qui fais de la politique longtemps, on a cherché pendant des années le Graal de ce qui pouvait faire un projet de société. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, nous les Français, entre les Français du Sud, du Nord, des banlieues, les Français des campagnes, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble ? Eh bien, produire. Ça en devient même surprenant de se dire, tiens, il y a un projet de société pour un politique. Oui, on avait oublié, mais c'est le but du jeu. Mais c'est-à-dire que les politiques ont cherché les projets de société. Et petit à petit, il y a eu faire la paix pour nos grands-parents, il y a eu ce qu'on appelait le progrès social pour nos parents. Alors ça reste un combat, mais enfin globalement, on est une société, on a fait beaucoup d'efforts, et il y a aujourd'hui produire. Il y a aujourd'hui produire, parce que produire, vous avez parlé de fierté, vous avez raison, et vos 2 autres invités vont l'incarner pleinement avec leur savoir-faire, leurs usines. Mais il y a aussi une chose qui est fondamentale aujourd'hui, c'est que c'est le combat écologique par nature. Savez-vous que 80% des salades qu'on mange, on fait plus de 2000 km entre l'endroit où elles poussent et l'endroit où on les mange. Mais la société est devenue totalement folle, totalement dingue sur ce sujet. Et donc, produire en France, c'est le circuit court, c'est la production locale, c'est un combat écolo le plus intense. Et puis enfin, c'est la France des usines, c'est la France des savoir-faire, c'est la France des terroirs. Alors des terroirs artisanaux, on doit dire. Je sais pas. C'est toujours le même problème avec artisanal. On va voir qui me corrige. Mais en tout cas, des terroirs, mais aussi la France des usines, la France de l'innovation. Quand on voit nos avions, quand on voit certains produits industriels, eh bien produire en France, c'est la fierté, c'est l'histoire et c'est l'écologie. Et la qualité même, on peut dire. Ouais. Alors, aussi. Bon, oui, voilà. c'est-à-dire que nos normes sont tellement exigeantes qu'on peut penser que quand on respecte ces normes, c'est qualitatif. Par nature. Pour être bien honnête, il y a aussi des produits français qui sont un peu merdiques. Ça existe aussi. Hein. C'est honnête de le dire. Allez, Luc Le Sénécal, vous, c'est pas merdique chez vous, parce que les Tricots Saint-James, c'est Entreprise du Patrimoine Vivant. Vous êtes aussi, on l'a dit, à la tête de l'Institut National des Métiers d'Art. Donc justement, ce que dit Yves Gégaud, c'est que ce projet de société, en fait, ce Made in France, vous m'entendez ? Ah, il a fait un petit test. On vous a perdu. Ça a coupé au moment de la question. C'est pas grave. Il faut dire que Luc est au pied du Mont Saint-Michel, s'il est dans son usine. Donc, Est-ce que vous êtes là, Luc ?
Allez, on l'a y perdu. revenir, Allez, y on va revenir. aller poser cette question Oui, aux parce que producteurs des chips Belza, parce que c'est une question aussi qui vous concerne, hein, Clémence et Mathieu Maison. Ce projet de société dont vous faites partie, justement, c'est autant pour vous un combat écologique que le fait de représenter votre terre, quoi. Vous m'entendez? Oui, effectivement. Oui, vous m'entendez? Allez-y. Oui, donc nous, c'est vraiment voilà, un combat écologique, c'est représenter notre terroir également, et c'est quelque chose on sent qu'il y a un engouement derrière des Français autour du terroir, et que voilà, ils sont fiers de pouvoir manger des produits qui sont faits dans leur région et qui sont faits par des agriculteurs, des produits locaux. Donc voilà, on sent que les gens sont contents là-dessus, et nous, on est contents de satisfaire aussi ce besoin. Oui, parce que vous produisez des pommes de terre, donc vous avez une ferme qui produit les pommes de terre, et ensuite vous les transformez en chips. Donc en fait, c'est vraiment, alors pour le coup là, en termes de circuit court, vous êtes au top, quoi. C'est ça. Mathieu s'occupe de la production des pommes de terre, et après on a réhabilité des granges de la ferme en chipserie, et donc tout est fait sur place. C'est quand même une sacrée idée, ça, et c'est, je dirais même, ambitieux, parce que le chips par nature, c'est bon, on le prend dans un paquet de chips, on n'a rien, je mets des chips. Là, vous avez pris le contre-pied, c'est-à-dire je fais du top, mais je fais pas de la frite, mais je fais pareil. Et ça, c'était un pari ambitieux. Voilà, le but, c'était vraiment de proposer un produit haut de gamme c'est un produit populaire, et de faire une montée en gamme dessus. De par notre cuisson, qui est une cuisson particulière, qui est une cuisson chaudron, qui permet vraiment de garder le goût de la pomme de terre, et également par les ingrédients qu'on va choisir. Donc ça va être du sel qui est récolté à la main, du sel de l'huile dorée, ou du piment d'Espelette, ou des ingrédients comme ça qui sont AOP, voilà. Oui, vous les aromatisez aussi. Exactement. Elles sont excellentes. Moi, je les ai goûtées. On aurait aimé goûter, c'est dommage que nos amis ne soient pas là avec nous. Vraiment. Là, on est frustrés à l'heure de l'apéritif, c'est terrible. Oui, parce que Yves Gégaud nous a fait le plaisir de venir en studio, mais il manque des chips. Mais je pensais que les producteurs de chips seraient là. Mais non, mais ils viendront, ils sont déjà venus. Restez quand même, Yves Gégaud. Oui, mais je vais rester. Pas. Mais j'ai l'eau à la bouche maintenant. Pareil. Allez, on a récupéré Luc Le Sénécal. Vous êtes là avec nous, Luc? Oui, je vous entends très super. bien. Voilà. Alors, moi, Luc, ce que je disais... Je suis dans le sud, dans les citronniers. Vous n'êtes pas au Mont-Saint-Michel, contrairement à ce qu'on croyait. Non. Alors, Luc, justement, je disais que vous êtes à la tête des Tricots Saint-James qui bénéficient du label EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Donc, vous respectez évidemment les règles et les critères qui sont définis pour faire partie de ce label, et effectivement, la manière dont vous produisez. On est bien d'accord? Oui, au fait, je suis tout à fait d'accord avec Yves Gégaud. Le Made in France ou le fabriqué en France est un choix sociétal. Et au fait, le label EPV n'est pas en soi un label produit, mais c'est une labellisation d'entreprise. Et pour nous, si vous voulez, produire en France est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que pour toutes les raisons, et notamment, je reviens sur l'aspect sociétal, il y a eu un choix de fait, et on ne pourra jamais être compétitif, notamment à l'export, par nos coûts. Donc on peut être compétitif et se développer par la qualité des produits. Et la qualité des produits, pour moi, est la résultante d'un savoir-faire rare, spécifique, que reconnaît le label EPV pour ces 1300 entreprises en France. Et cela en plus du label, de la labellisation Made in France, parce que c'est un label qui est particulier pour certaines entreprises, c'est ça? Oui, en fait, c'est tout à fait complémentaire. Vous avez, vous êtes une entreprise, vous avez maintenant la possibilité de vérifier si votre produit, selon la réglementation européenne, peut porter l'appellation fabriqué en France. Donc ça, c'est les douanes qui le font gratuitement, et tout est centralisé à Clermont-Ferrand maintenant, donc c'est assez efficace. Après, vous avez la certification produit OFG, Origine France Garantie, où là, il y a un audit, il y a un travail qui définit que le produit est bien fabriqué dans le lieu qui est dit. Et après, vous avez donc cette labellisation qui n'est pas une certification ou une labellisation du fabriqué en France, qui est la reconnaissance d'un savoir-faire rare et exceptionnel. Et vous arrivez à vous en sortir au niveau de la productivité, parce que vous créez de l'emploi en France avec les charges sociales. Il y a une exigence de production aussi. C'est pour vous le gros challenge, la productivité? Oui, alors au fait, c'est surtout toutes ces 1300, bientôt 1400 entreprises du patrimoine vivant, c'est la reconnaissance d'un savoir-faire. Ce savoir-faire est souvent, très souvent,
humain. C'est un savoir-faire qui se transmet. Par exemple, vous prenez le cas concret de Tricot Saint-James, que j'ai aussi l'honneur de présider. Nous sommes 300 personnes à la production, et chaque métier, par exemple, pour faire un pull marin, il a fallu 21 km de fil de laine, et il est passé entre 18 métiers. Ouais. Et ces 18 métiers, c'est 18 mois de formation. C'est par exemple ce qu'on appelle chez nous le racoutrage, ou c'est aussi la fixation du col du pull au corps du pull, maille par maille. Ce qu'on appelle le remaillage. Et ça, c'est 18 mois de formation. Ça, c'est du savoir-faire. Le racoutrage, on a appris quelque chose. Yves Gégaud, finalement, le Made in France, ça permet aussi de faire connaître, de valoriser les produits français de manière évidemment nationale, mais surtout internationale. C'est un peu... Alors, le vrai Made in France, parce qu'effectivement, on pourrait parler aussi de ceux qui fraudent, de ceux qui ont des tentations. Mais évidemment, c'est un élément de ce qu'on appelle, vous savez, le soft power. Pardon de l'expression anglaise, mais on dit il y a le hard power, c'est la puissance monétaire, la puissance militaire, et il y a le soft power, c'est le reste, c'est la puissance d'affect. Bien sûr. Eh bien, quand les casseroles Christelle, pour citer cette marque Origine France Garantie et entreprise du patrimoine vivant, est numéro 1 au Japon. Les Japonais, ils achètent, en achetant une casserole Christelle, évidemment un produit de grande qualité, mais ils achètent un petit bout des chefs français. Ouais. Ils achètent un petit morceau de sa France. Et ce que on ne mesure pas, combien dans le monde la marque France est une marque pleine d'affect. Pas seulement pour le luxe, pas seulement pour les grands noms, mais pour tellement de choses. Pas seulement pour l'agroalimentaire. Et c'est vrai même dans les technologies, même dans les produits un peu inattendus. Et donc, produire en France, afficher le drapeau français sur un produit, eh bien c'est aussi évidemment à l'export quelque chose d'important. Quand j'ai créé Origine France Garantie il y a maintenant 12 ans, une des premières entreprises qui est venue nous voir, c'était quelqu'un qui voulait exporter des meubles faits en Vendée en Australie. Il nous a dit, mon importateur, il a besoin d'une certification pour être bien sûr que mes meubles sont bien fabriqués en Vendée. Mais souvent à l'étranger, on a des magasins d'ailleurs qui s'appellent Paris, qui s'appellent la Petite France. Mais là, c'est là où il y a toute la fraude, et c'est là où il faut mettre de l'ordre dans un fatras de fraude, parce que tout ce qui est bleu, blanc, rouge n'est pas français. Merci pour la transition, chers auditeurs. Vous avez des casseroles Christelle, vous ? On va parler, d'enjeux du marquage d'Origine France Garantie, justement, et le Made in France. Qu'est-ce que c'est finalement ? Est-ce que c'est un fourre-tout ? Pas un fourre-tout. Vous restez avec nous. Clémence et Mathieu Maison, Yves Gégaud et Luc Le Sénécal. On revient tout de suite. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous êtes là, évidemment. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix de l'art de vivre, c'est le lundi, et nous sommes aujourd'hui avec Luc Le Sénécal, président de l'Institut national des métiers d'art et des tricots Saint-James, qui bénéficie du label Entreprise du patrimoine vivant, Yves Gégaud, ancien ministre et fondateur de la certification Origine France Garantie, et Clémence et Mathieu Maison, co-gérants des Chips Belzia, la chip artisanale de Beauce. Oh, ça donne envie. Alors, qu'est-ce que le Made in France ? Le Made in France incarne bien plus qu'une simple... Non, ça je vous l'ai déjà dit. Donc l'enjeu du marquage d'Origine France Garantie, c'est ce sujet que nous vous proposons maintenant de développer. Le Made in France est-il un fourre-tout ? Oui, c'est votre expression, ça. C'est mon expression. Alors je la reprends. Oui, parce qu'on s'écrit des textes, vous avez compris. Passons aux faiblesses du Made in France, donc qui indique que le produit a été fabriqué en France sans préciser l'origine des matières premières. En revanche, Origine France Garantie va au-delà en garantissant que le produit est entièrement d'origine française, avec des critères plus stricts concernant l'origine des composants et des matières premières. Il est donc généralement considéré comme étant plus fiable pour identifier des produits véritablement français dans leur ensemble. Eh ben, vous savez quoi, ça tombe bien, on a le fondateur de la certification Origine France Garantie avec nous dans le studio. C'est pas bien fait, ça. Vos lancements sont parfaitement réussis, vraiment. Oui, c'est dommage que j'ai pris un petit peu du premier sujet. Alors justement, c'est la fatigue, il est tard. Pour Origine France Garantie, c'était important justement parce que ce que j'ai bien compris, moi, en tant que consommateur, c'est que dans le Made in France, on peut avoir, par exemple, un sac avec la poignée qui vient de Chine, le cuir qui vient de Turquie et je ne sais quoi, et qui est assemblé, en fait, en France. Et ça va être labellisé Made in France. Alors que chez Origine France Garantie, en fait, tout est fait en France. Est-ce que c'est bien ça ? C'est exactement ça, et une petite précision. C'est-à-dire que il y a une définition légale de ce qu'est un produit français qui est donnée par le Code douanier.
pour être français, il faut qu'il y ait au moins la dernière partie faite en France et il faut qu'il y ait 45% de valeur ajoutée acquise sur le territoire français. Donc ça peut être un produit assemblé que vous évoquez sur ce sujet qui peut être made in France au sens de la loi, mais qui, selon nous, qui avons créé Origine France Garantie, n'est pas assez français. Donc Origine France Garantie, on s'inspire des Suisses, une législation spécifique, et Origine France Garantie, c'est une certification pour le coup, parce que dans ce qu'on vient d'évoquer, c'est pas une certification, vous mettez librement Made in France, personne ne vient a priori vous contrôler, vous pouvez être contrôlé a posteriori, mais pas a priori. Par contre, Origine France Garantie, c'est une certification, comme l'a dit Luc Le Sénécal tout à l'heure, c'est un organisme indépendant, Bureau Veritas, AFNOR, je ne vais pas donner SGS, qui sont des organismes qui viennent certifier dans l'usine que les critères sont bien remplis, et ces critères, c'est tout le produit doit être fabriqué en France, et quand on prend son prix de revient, il doit avoir au moins 50% de prix de revient acquis sur le territoire français. Ça coûte quelque chose aux fabricants? Ça coûte quelque chose à l'entreprise, bien sûr, ça coûte environ 1 000 € par an, et il faut refaire la certification tous les 4 ans sur ce sujet. C'est effectivement un combat, et si vous me laissez une demi-seconde, c'est un combat plus large parce que au fond, c'est le seul outil de certification. Effectivement, Luc Le Sénécal a parlé tout à l'heure de la certification entreprise du patrimoine vivant, mais qui ne certifie pas des produits, mais des entreprises. Et donc, quand vous avez déjà une entreprise du patrimoine vivant, vous pouvez vous dire que c'est déjà des gens sérieux et qui fabriquent en France. Origine France Garantie, c'est la certification du produit, parce que tout le reste, c'est librement indiqué. Et vous avez des produits qui, effectivement, respectent le code douanier, qui ont écrit Made in France, et puis vous avez des produits avec toutes sortes d'appellations. Oui, vous avez un petit exemple. J'ai un petit exemple que je profite pour le dénoncer à l'antenne, puisqu'on vient de me le donner. La marque Coton Blanc. Si vous m'entendez, les amis de Coton Blanc, je ne vais pas vous faire de la pub. Je vous lis Torchon, 100% coton, qualité premium, vous vous dites chic. Et ça coûte cher. Création française, vous voyez un beau drapeau bleu, blanc, rouge. Quand vous avez vu ça, vous dites ça, c'est du coton, c'est français, coton blanc, Torchon, création française. Puis si vous fouillez, vous allez trouver l'étiquette. Et là, vous voyez Made in Turquie. Ouais, bah voilà. Eh bien, moi, je dis aux gens de Coton Blanc, faut arrêter. Faut arrêter de prendre les consommateurs pour des gogos. Faut arrêter de mettre du bleu, blanc, rouge sur des produits qui sont pas français. Parce qu'on fait crever les entreprises françaises au profit de délocalisation et on trompe le consommateur. C'est double faute. Oui, mais il est très parlons vrai. Hein, que faire quand les difficultés... C'est le principe. Très bien. Pour Belzea, par exemple, on a un exemple. Les difficultés de tout faire venir en France, de la matière première aux emballages, parce qu'ils sont producteurs et ils sont aussi commerçants. Alors comment ils font? Alors justement, on va leur poser la question. Avant de leur poser la question, un mot. Moi, je suis pas un ayatollah. Je comprends bien que même dans le meilleur foie gras, il y a toujours un grain de poivre qui peut venir d'ailleurs. Oui. Il faut prendre en compte la réalité de l'économie. Quand on dit tout doit être fait en France, c'est-à-dire le produit doit devenir le produit en France, et il faut qu'il y ait au moins 50% de son prix de revient unitaire acquis en France, ça permet d'avoir des morceaux qui viennent d'ailleurs. Faut pas être débile. Voilà, le 100% français, ça n'existe pas. Arrêtez, sinon on va dire que vous êtes un ayatollah. Non, mais moi je vois parlons vrai partout. Eh ben vous êtes bien. Clémence et Mathieu, oui, on vous écoute. Alors nous, on a 100% de nos matières premières qui viennent de France, mais c'est vrai qu'au départ, ça n'a pas été forcément facile parce que évidemment, c'est plus cher. Et quand on lance une marque, avoir toutes les matières premières du coup plus chères parce que produites en France, c'est quand même compliqué parce que notre prix final du paquet de chips sera forcément plus cher. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tous nos ingrédients sont français, nos packaging sont français, nos cartons sont français. Notre huile de tournesol est française et du coup nos pommes de terre. Et du coup, vos paquets du coup de chips sont plus chers. Bah du coup, si on compare à des chips à peu près. Alors, je peux pas vraiment comparer à ce qu'on trouve en non, parce que vous faites de la qualité, effectivement. C'est pas exactement la même chose. Mais du coup, c'est pas le même produit, en fait. Oui. Ouais. Les écarts se sont un peu réduits avec le Covid et le conflit. Puis avec le temps aussi, hein. Ouais. Oui, voilà. Puis avec le temps, puisqu'on fait plus de volume. Donc, l'écart se réduit, mais il y a quand même encore une petite différence. Après, oui, on peut pas comparer nos produits puisqu'on reste une chips artisanale. Donc, c'est pas la même chose.
Bien sûr. Et voilà, sur les approvisionnements d'emballage, il y a quand même une différence de peut-être de 20% quand même de prix, quoi. Donc, oui, mais bon, encore une fois, on n'achète pas de la quantité, on achète de la qualité chez vous. Hein, c'est ça. Voilà. Luc Le Sénécal, vous êtes quand même à la tête des Tricots Saint-James. On en vous a entendu parler du nombre d'heures d'assemblage et de travail qu'il y a autour d'un pull, par exemple, pour les marins. On entend aussi beaucoup parler du dépôt de bilan des grandes marques françaises en ce moment. Vous qui, justement, prenez beaucoup de temps pour faire de la création qui soit de la création de qualité, comment est-ce que vous faites pour justement affronter cette crise qui est un petit peu compliquée du textile en ce moment? Alors, au fait, pour parler du textile, il y a 4 catégories. Vous avez la fast fashion, je ne citerai pas des enseignes, qui se portent très bien. C'est aussi un choix, le consommateur. On sait très bien que c'est pas fait en France. Ils ont une réactivité, etc. Vous avez le moyen de gamme, c'est tout ce qui disparaît malheureusement de jour en jour du marché, parce qu'il n'y a pas cette différenciation ni par le prix, ni par la création. Et puis après, vous avez les marques premium, qui sont principalement les entreprises qui fabriquent en France avec un savoir-faire, donc ça peut être les EPD, ça peut être OFG, ça peut être, etc., qui, eux, heureusement, ne subissent moins la crise que les autres. Et puis après, vous avez le luxe qui se targuait d'aller produire ailleurs et puis qui revient de plus en plus en France ou en Europe déjà, donc parfois en Italie et puis de plus en plus en France. Voilà. Mais moi, je suis comme Yves, on n'est pas des ayatollahs. Vous prenez, il faut savoir produire en France ce que l'on sait faire. Vous prenez l'exemple de Tricots Saint-James, 70% de notre savoir-faire, ce sont les marinières, les pulls, les bonnets, les vestes, et ça, c'est fait chez nous, dans nos ateliers. Et puis, depuis des années, on a aussi une collection, ce qu'on appelle de chaînes et trames, de chemises, de pantalons, qui ne sont pas faits chez nous. Mais on ne clame pas fabriqué en France. On le fait faire souvent au Portugal, etc., parce qu'on n'a pas le savoir-faire. On n'est pas des ayatollahs. Ce qu'on ne veut pas avec Yves Jégo, c'est d'avoir des marques, et j'en citerai une, parce que j'ai découvert ça dans le Midi pas plus tard qu'hier, la marinière française avec le drapeau bleu-blanc-rouge, Made in China. C'est ça, c'est la tromperie qu'on ne supporte pas. Voilà. Après, chacun est libre. Les meilleures pizzas sont souvent en Italie. C'est très bien. Voilà. Et si nous, on veut exporter, il faut aussi qu'on admette qu'il y ait des produits d'importation. C'est pas un problème. Voilà. Alors, justement, on va marquer une petite respiration et dans un instant, on va retrouver au 0826 300 300 Abdelak, qui nous appelle donc de Mont-de-Marsan. Lui aussi, alors un cas de figure bien particulier. Il est pas loin de la frontière espagnole. On en parle tout de suite après la respiration. On revient, tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix de l'art de bien vivre continuent avec Luc Le Sénécal, Yves Jégo et Clémence et Mathieu Maison. Et 0826 300 300, vous pouvez réagir, vous le savez, Sud Radio, c'est votre radio. Eh oui, parce que évidemment, il y a plein de passions autour de tout cela. Et nous voulions en parler avec Abdelak de Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdelak. Bonsoir. Alors, vous tenez une station-service et une boulangerie, c'est ça, mais vous êtes situé où exactement ? À 100 km la frontière espagnole. Ouais. Et alors, comment faites-vous? Parce que vous jouez de cette proximité avec l'Espagne. Bon, on est bien sûr dans l'Union européenne, hein, donc quand même, on n'est pas sur des distances. Oui, mais c'est plus du Made in France. Mais c'est plus du Made in France, c'est du Spaino-Franco. C'est du Spaino français. Oui, ça reste quand même de la consommation. On choisit le Made in France ou le Made in dans sa frontière, quoi. Donc. Et pourquoi vous choisissez la frontière, alors la consommation en Espagne? Pour une voiture, vous achetez une voiture neuve. En France, à Mont-de-Marsan, je vais pas citer la marque, elle est à 35 000 €. Vous faites 1 heure de route, vous allez en Espagne et c'est une voiture française, elle vaut 25 000. Donc, oui, mais la voiture est-elle produite en France? Alors attendez, qui intervient là? Qui intervient? Vous êtes où? C'est Luc, prenez la parole, allez-y. Vous l'avez demandé, alors je vous la donne. C'est parti. Oui, tout à fait, mais en fait, ça, c'est pas une question de fabriquer en France, parce que je pense que la voiture dont vous faites allusion n'est pas faite en France. Elle est fabriquée en France, monsieur. Vous pouvez dire la marque, hein, allez-y, Abdelak. Ouais, Citroën. D'accord.
Et donc la Citroën, elle a 10 000 euros de moins que de l'autre côté de la frontière, c'est ça que vous dites? Absolument, ouais, j'ai fait le choix. C'était sur un véhicule avec le toit panoramique et le reste. Voilà, ce que je veux dire, moi, je trouve magnifique tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. C'est extraordinaire de défendre le vrai travail artisanal, le vrai travail reconnu français. Les marques françaises sont reconnues. Je sais par exemple qu'au Maroc, je suis d'origine marocaine, ils préfèrent des chaussures fabriquées en France, même si elles viennent d'Italie, mais à partir du moment où elles viennent de France, ils préfèrent et ils disent que c'est la meilleure qualité. C'est donc la qualité France est reconnue, le Made in France est reconnu partout. On a battu les Italiens sur ce coup-là, bravo. Ce que vous évoquez, ce qu'évoque notre ami... Attendez, Yves Gégaud vous répond, Abdelak, vous restez avec nous. Ce que vous évoquez, c'est effectivement la politique commerciale de Citroën qui ne devrait pas vendre au sein de l'Union européenne des voitures avec autant d'écart de prix à quelques centaines de kilomètres. Ouais. C'est pas tant la question du made in sur ce sujet. Vrai pour les cigarettes, mais c'est vrai sur beaucoup de choses. Je pense que l'Europe, moi je suis plutôt un Européen, mais même si l'Europe me déçoit un peu, mais un Européen convaincu, l'Europe devrait unifier tout ça. Et si on dit grand marché, on devrait avoir une politique tarifaire qui s'équilibre. Parce que c'est la même voiture. Pourquoi est-ce que parce qu'elle est vendue de l'autre côté de la frontière, elle est vendue à un prix plus bas? Ou plutôt, si elle peut être vendue plus bas, pourquoi elle n'est pas vendue plus bas en France? On peut se poser plein de questions. Mais on sort un peu du sujet Made in France. Il y a du sujet Made in France sur des voitures. Il y a par exemple le fait que aujourd'hui, globalement, c'est très difficile quand vous achetez une voiture de savoir où elle est fabriquée. Et moi, je plaide pour quelque chose de simple et je ne comprends pas qu'à l'échelon d'Europe, on n'ait pas mis ça en place parce que les Japon le fait, le Canada le fait, les États-Unis d'Amérique le font depuis des années, qui est une chose très simple, qui serait d'imposer le marquage d'origine de toutes les voitures, de tous les produits vendus en Europe, et qu'au moins le consommateur il sache. Quand vous achetez une Renault Clio, qui vous dit qu'elle est fabriquée en Turquie? Personne. Quand vous achetez une Toyota Yaris, vous dites je veux pas acheter une voiture japonaise. Qui vous dit qu'elle est origine France garantie? Elle a la certification. Donc je pense qu'il y a un vrai combat qui est celui de la responsabilisation de l'acheteur en lui donnant une information. Voilà, c'est fait à tel endroit. Et croyez-moi que le jour où vous achèterez, comme l'a dit Luc Le Sénécal, un t-shirt ou un maillot de marin et vous verrez Made in China, ben vous accepterez pas de le payer au prix du Made in France. Alors justement, et d'ailleurs pour aller dans le sens attendez, là c'est Luc. Attendez. Voilà. Alors Luc Le Sénécal, on se donne la parole parce que sinon on s'entend pas, mais du coup prenez-la, on vous écoute. Oui, pour aller dans le sens, par exemple, en France, quand vous achetez un textile, le marquage de l'origine n'est pas obligatoire. Vous allez, j'étais la semaine dernière aux États-Unis, sur tous les vêtements aux États-Unis et souvent partout dans le monde, vous avez obligatoirement, il faut que ce soit lisible dès que vous regardez le vêtement, le lieu de fabrication. Et comme ça, le consommateur fait son libre choix et il n'y a pas de malentendu. Voilà. En France, personne n'est obligé de marquer l'origine du textile. Alors la question c'est aussi, est-ce que le Made in France est au cœur des préférences des consommateurs? Alors on va en parler un petit peu avec Clémence et Mathieu Maison, des Chips Belzia. Vous avez décidé de faire de la production franco-française aussi pour préserver vos valeurs, j'imagine, et renforcer aussi l'identité culturelle de votre pays. Il y a aussi un engagement presque de soutien à nos valeurs françaises finalement dans votre démarche. Nous déjà, vu qu'à la base on est agriculteurs, vraiment le but c'était de défendre, on ne voulait pas aller acheter des produits agricoles qui venaient d'un autre pays que de la France. Le but c'est quand même de défendre nos idées et de la production française agricole. Mais c'est le circuit court, pardon, je reprends la parole, mais c'est le circuit court par nature. On est devenu dans un monde de folie. Je donnais tout à l'heure l'exemple des salades, mais on pourrait donner des centaines d'exemples où les produits font des millions de kilomètres, ont un coût carbone très élevé alors qu'on pourrait le faire à proximité. On a d'ailleurs bien vu pendant la crise de la Covid, on ne sait plus faire de masques, on ne sait plus faire de respirateurs, on ne sait plus faire de gel parce qu'on a laissé filer les savoir-faire industriels qui sont partis très loin. Et le jour où par malheur les frontières se referment, on se retrouve isolé. Donc je pense qu'il y a un enjeu majeur de société, c'est produire parce qu'on est fier d'être français et de la production française, mais c'est surtout produire parce que c'est écologique et que c'est le gage de notre liberté, de notre souveraineté. Le jour où les chips pourront plus arriver d'Asie du Sud-Est, on sera bien content de trouver nos amis qui fabriquent des chips et peut-être de les aider de passer d'un stade de passer d'un stade artisanal à un stade industriel. Parce que c'est ça le défi, c'est de pas rester seulement dans l'artisanat, c'est aussi de passer à des stades industriels. Vous savez qu'Abdelak, je me
me bats pour vous redonner la parole pour la conclusion que vous vouliez tout à l'heure, hein, parce qu'ils sont là. Hein, pardon, Abdelhak. Abdelhak, oui. Non, mais votre exemple de frontalier est très intéressant. Allez-y pour conclure en ce qui vous concerne. Je savais que j'avais rien à voir avec l'histoire du Made in France. C'était très joli. Il y a juste un problème de coût. Voilà, moi j'ai fini de payer à ma maison. Et bien sûr, je préfère les produits de bonne qualité. J'ai 50 balais. Quand on vieillit, elle a moins de dettes. On a envie de se faire plaisir et tout. Voilà, il y a quand même, faut pas exagérer. Quand on achète une casserole Christelle et quand on la trouve à Lidl, qu'elle fonctionne, il y a une différence de prix qui est énorme. On peut pas forcément se la payer. Donc le Made in France c'est extraordinaire. Maintenant, au niveau des coûts, faut vraiment avoir les moyens de se le payer. N'oubliez pas qu'acheter chinois, c'est acheter 3 fois. Hein. C'est-à-dire que la casserole que vous aurez acheté pas cher, vous serez obligé de la changer qu'elle finira par vous coûter très cher. Voilà, mais c'est très intéressant. Merci Abdelhak. Merci Abdelhak. Alors justement sur les sous, parce que l'engouement pour le local, il booste les PME, hein, comme le rappelle d'ailleurs la Fédération des entreprises et des entrepreneurs de France. Mais il y a un problème sur les négociations. Vous parlez de changement vers l'industriel, Yves Gégaud. Il y a quand même un problème de négociation avec les grandes enseignes de la distribution, parce que le rapport de force, il n'est pas du tout en leur faveur pour les PME, et ça peut mettre en péril leur activité. Donc comment faire pour passer du stade artisanal à l'industriel et avoir du poids dans les négociations? J'ai le grand honneur de donner quelques cours sur ces sujets. C'est pas pour rien que je vous pose la question. À l'Institut catholique de Paris sur les questions industrielles. Oui. Qu'est-ce qui a tué l'industrie française? C'est la grande distribution. En allant chercher le moindre coût pour garder de la marge et offrir aux consommateurs, Abdelhak vient de le dire, des coûts très bas. On a habitué le consommateur à ne plus payer, à ce que plus rien ne vale rien sur ce sujet, et on a tué, en faisant se développer la grande distribution, on a tué en partie effectivement les PME, les petites entreprises qui n'avaient plus les moyens de se battre. Je peux vous donner des gens sont devenus très riches, d'autres sont devenus très pauvres. C'est le principe. Et je peux vous donner des dizaines d'exemples d'entreprises, de fabricants de chaussettes, de plein de produits, qui ont vu un jour la grande distribution venir leur dire: vous êtes trop cher, on vous dégage, et l'usine a fermé. Donc effectivement, chacun a sa part de responsabilité. Moi, je pense que la première responsabilité, il y a la responsabilité du politique, naturellement, mais qui est aussi la responsabilité du citoyen. Vous savez, Arnaud Montebourg dit quelque chose de très juste, je vais le citer à votre micro. Il dit: on a dans son portefeuille 2 outils de pouvoir. Sa carte d'électeur, mais on s'en sert que tous les 5 ans, et sa carte bleue, on s'en sert tous les jours. Et je pense que le mouvement qui est en train d'apparaître, l'appétence des Français pour essayer d'acheter français quand ils peuvent, évidemment, parce que quand on n'a pas les moyens, moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut trouver des produits low cost quand on peut pas payer plus cher. Mais ce goût-là, c'est faire pression sur la grande distribution. Et si on allait dans le sens de ce que j'ai dit juste à la question d'avant, c'est-à-dire si on rendait obligatoire le marquage des produits, je parlais tout à l'heure à la pause d'une grande marque italienne qui fabrique des meubles, vous savez, artisans de la qualité. Eh ben, s'il était obligé qu'il marque dessus fait en Indonésie, je pense que ça calmerait un peu le jeu et que ça rétablirait les choses. Alors justement, Clémence et Mathieu Maison, est-ce que finalement, ce sont les consommateurs qui contribuent indirectement à la création et au maintien de votre entreprise, et que sans eux, ça devient compliqué? Comment est-ce que vous faites pour maintenir ce fil pas toujours simple à garder, justement? Alors, c'est vrai que c'est surtout depuis le Covid, il y a quand même eu un gros engouement pour le Made in France. Du coup, nous, nos consommateurs, alors même si le paquet est un peu plus cher, souvent ils nous disent, vu que c'est artisanal, c'est un autre goût, même si c'est plus cher, on préfère acheter moins, mais mieux. Bien sûr. Donc finalement, on doit consommer moins si on consomme français, mais on doit consommer mieux. C'est ça que vous dites. Et sur les produits... Attendez, laissez la réponse, s'il vous plaît. Allez-y. En tout cas, nous, on a la conviction que nous, dans nos paquets, on met que du français, on maîtrise nos taux de sucre, de gras. Du coup, dans un paquet Beldia, les chips, nutritionnellement, elles sont quand même meilleures. Ça reste une chips, mais c'est quand même meilleur qu'une chips. C'est quand même du plaisir. C'est ça, le plaisir est meilleur aussi. Voilà, bon, c'est très important. Luc Le Sénécal, il faut aussi que le consommateur voit que cet effort pécuniaire qu'il fait est récompensé par de la qualité. C'est la base, c'est aussi du donnant-donnant, rappelons-le, c'est du commerce. Luc Le Sénécal, oui. Oui, on parle du fabriqué en France, mais j'aime bien le terme anglo-saxon value. De value, quand vous traduisez en français, on dit valeur, mais au fait, c'est une autre traduction. C'est-à-dire, c'est la valeur intrinsèque du produit. Si vous achetez un pull que vous payez 139 €, que vous allez garder 10 ans, que vous allez pouvoir transmettre aussi à vos enfants, et si vous achetez un pull 39 € que vous l'avez 3 fois que vous jetez,
la valeur du produit n'est pas la même, même si vous avez payé 4 fois plus cher ou 2 fois plus cher le produit français. C'est le rapport qualité-prix. Il y a 2 cartes bleues, mais il y a aussi 2 mots qui s'associent, c'est qualité-prix, qualité-prix. Et puis c'est tout ce qui est autour. Mais vous savez, on a de plus en plus moi j'appelle la nouvelle génération, les 20-30 ans, qui ont été peut-être marqués, peut-être plus que d'autres, par la Covid, mais inconsciemment, qui sont éduqués comme ça, qui veulent des circuits courts, qui veulent mettre du sens à ce qu'ils achètent. On a beaucoup rigolé il y a quelques années. Moi, je viens de l'agroalimentaire où c'était les framboises récoltées par la ferme, etc. Ça faisait rire tout le monde de mettre. Mais maintenant, c'est la réalité, c'est la traçabilité. Et c'est par là qu'on doit aller. La seule nuance que je mets, on ne pourra pas tout faire en France. Il y a des technologies, d'autres ailleurs, mais laissons faire chaque pays dans sa spécialité. Il ne faut pas non plus. Nous, on soutient énormément les filières laine françaises, les filières lin, parce que la Normandie est le premier producteur au monde de lin, et puis le chanvre. Après, il faut pas aller faire pousser des champs de coton en France. Il ne faut pas non plus. On ne peut pas tout faire en France. Mais ce qu'on le faisons bien, à juste rapport qualité-prix, avec une traçabilité et surtout une vérité. Ne faisons pas passer quelque chose qui n'est pas fait en France par quelque chose qui est fait en France. Merci Luc Le Sénécal. Merci. Les vraies voix de l'art de bien vivre continuent sur Sud Radio, donc surtout restez avec nous. À tout de suite. Les vraies voix de l'art de bien vivre, dernier petit quart d'heure ensemble pour vous, auditeurs de Sud Radio ce soir. Alors là, on passe au Made in France. Comment il s'adapte au commerce électronique, hein. Ça, c'est un point important. On est toujours avec Luc Le Sénécal, Yves Gégaud, Clémence et Mathieu Maison. Bon, alors que les consommateurs embrassent de plus en plus les achats en ligne, le caractère local et l'authenticité du Made in France se démarquent au sein d'un marché mondialisé. Alors, comment saisir les opportunités offertes par la digitalisation tout en préservant l'essence même de son identité culturelle et économique? C'est la dernière question de ce spécial Made in France, des vraies voix de l'art de bien vivre qui vous est si cher, Judith Belair. Oui, tout à fait. Puis on va commencer par vous, Clémence et Mathieu Maison. Vous vendez aussi par le commerce électronique, on est bien d'accord ? Oui, on vend via la plateforme Encore Store pour les pros et Pour de Bon pour les particuliers. Et est-ce que ça a changé quelque chose justement ? Est-ce que c'est même primordial dans l'accès à la consommation de vos produits aussi d'être disponibles sur Internet ? On imagine que oui, évidemment. Oui. Alors, pour les particuliers, c'est assez anecdotique en termes de chiffres, mais ça permet à des consommateurs qui sont pas près de chez nous ou de pouvoir commander. De pouvoir commander. Et Encore Store, ça va faire 2 ans qu'on est dessus. Et honnêtement, on a récupéré beaucoup des gros volumes. Ouais. Des gros volumes, tout est relatif, mais on a quand même augmenté notre nombre d'épiceries, donc notre visibilité. Ça nous a permis d'exporter un peu parce que toutes les boutiques qu'on a à l'export, c'est quasiment que sur Encore Store qu'on les a maintenant. Donc c'est quand même, c'est pas négociable. Oui, bien sûr. Et vous, Luc Le Sénécal, pareil, je vais vous poser la même question. Finalement, est-ce que le commerce électronique facilite l'accès au savoir-faire des tricots Saint-James ? Oui, absolument. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité, à savoir que nous avons une centaine de points de vente physiques, boutiques, entre autres Saint-James et Corner. Et au fait, quand on a construit notre site internet, on a directement associé les boutiques. Comment ça se passe quand vous allez sur le site internet de Tricot Saint-James, qui est géré à Saint-James, vous avez le choix quand vous passez votre commande, d'aller chercher directement la commande dans votre boutique Saint-James le plus proche de chez vous. Donc à ce moment-là, c'est la boutique qui fait la vente, ce qu'on appelle la e-réservation ou le click and collect, qui amène du trafic au sens noble du terme dans nos boutiques. Et ainsi, ça fait 3 ans qu'on a mis ce système en place et on a pu augmenter de 10%, on apporte 10% de chiffre d'affaires en plus aux boutiques physiques. Et c'est important. Ce qui est important, c'est bien maîtriser, c'est toujours d'avoir exactement le même prix de vente. C'est de façon générale, quand vous achetez un pull Saint-James, que vous l'achetez à Paris ou en Bretagne pendant vos vacances ou dans le sud de la France ou sur Internet, il sera toujours le même prix. C'est toujours le bon moment pour acheter. Il n'y a pas de solde, très peu de solde.
il n'y a pas de braderie, tout ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire vivre cette omnicanalité. On a beaucoup de consommateurs parisiens qui, entre midi et deux, souvent au bureau, pendant la pause déjeuner, passent leur commande et se disent « Ah bah tiens, je suis en Bretagne ce week-end, j'irai chercher ma commande directement dans la boutique. » Je ne savais même pas qu'il y avait une boutique à Quimper, par exemple. Et vous dites bien que c'est bien pendant la pause du déjeuner et non pas pendant les heures de travail. C'est bien. Pendant la pause du déjeuner. C'est très important. Yves Gégaud, forcément, le commerce électronique, ça doit être un atout pour le Made in France. Encore faut-il que le Made in France se l'approprie. Oui, moi je pense que c'est un atout formidable, c'est-à-dire que vous êtes, on a vu avec nos amis qui produisent des chips, des artisans, et vous pouvez être connu et acheter dans le monde entier. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors effectivement, le tuyau digital, il y a des tuyaux qui sont très sains, il y en a d'autres qui méritent d'être un peu mieux organisés, mais je pense que, comme l'a dit très justement Luc Le Sénécal, l'omni-canal, c'est-à-dire d'essayer de distribuer par tous les moyens de distribution possibles, c'est l'avenir. Et quand en revanche, le contrôle qualité, ce que vous nous avez évoqué tout à l'heure, est peut-être plus difficile à mettre en place. Mais c'est pas ça. Alors si vous avez des certifications, si vous avez des labels, c'est comme tout. Ça donne un gage de qualité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des grandes plateformes qui sont très décriées. Je pense à Amazon, par exemple. On dit oh là là, Amazon, c'est horrible, c'est affreux, c'est abominable. J'entends. Ça fait travailler beaucoup de petits producteurs, et pareil. Mais Amazon, ils ont des milliers d'entreprises Origine France Garantie qui distribuent grâce à eux dans le monde entier. Donc après, on peut juger de la qualité des tuyaux de distribution. Moi, je suis fils de petits commerçants. Mes parents, quand ils ont vu arriver les grandes surfaces, c'était l'ennemi mortel parce que ça tuait les petits commerces. Et aujourd'hui, effectivement, les grandes plateformes de distribution sont en train de tuer une forme de commerce. Je pense que le Made in France, et on a deux beaux exemples à l'antenne, doivent s'emparer de ces outils, et que pour certains, quand vous n'avez pas les moyens de rémunérer l'importateur, le distributeur, le commerçant final, parce que sinon vous avez plus de marge, eh bien la vente directe pour certains c'est aussi le moyen de survivre et c'est aussi de garder la valeur comme c'est dit. Donc ça c'est un outil formidable, il faut digitaliser le Made in France et il faut que dans les grandes plateformes, eh bien le Made in France soit très présent. Et puis je profite aussi pour dire aussi aux grandes plateformes françaises là de distribution qui font une fois par an leur opération concurrente, vous savez, du Black Friday, elles font les achats français ou les journées français. Dire que vous faites des journées françaises pour vendre des produits chinois, c'est quand même très étrange. Alors je sais qu'il n'y a pas de limite chez les as du marketing pour inventer des choses, mais pour rester sur le fond de votre question, oui, le digital est un atout et oui, c'est un moyen de vendre français en France, mais de vendre français aussi partout dans le monde. Merci. 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez toujours réagir sur Sud Radio et surtout dans Les Vraies Voix, on est là, on vous attend. Et on reçoit Fabrice qui nous appelle de Soissons dans l'Aisne. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous. Alors Fabrice, vous êtes commerçant de fournitures industrielles pour les pros. Vous avez quelques fournisseurs français et vous essayez au maximum de privilégier le Made in France dans vos achats. Alors on essaye, mais c'est très très compliqué. Depuis le passage à l'Europe, on a perdu quand même énormément de fabricants français qui fabriquaient sur le territoire français. Donc aujourd'hui, on les compte, je vais dire, sur les doigts, enfin sur deux mains. Si je fais 20% de produits français aujourd'hui dans ce que je vends, voilà, c'est tout. On a du mal. Qu'est-ce que vous vendez exactement ? Par exemple, si vous prenez de la boulonnerie de la boulonnerie pour les usines, alors moi je travaille avec tout ce qui est grands groupes, usines, petites métalleries, etc., agriculteurs, etc. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez la boulonnerie, il y a pratiquement plus personne qui fabrique de la boulonnerie en France. Tout vient donc de pas Chine. simple, quoi. Voilà, tout vient de Chine et aujourd'hui ce sont des importateurs qui ont des grandes surfaces et ils sont 3 ou 4 en France et qui distribuent par le biais... C'est là où je disais que le rapport de force fonctionne pas. Ouais, vous évoquiez justement l'ouverture des frontières avec l'Union européenne, vous nous avez donné un pourcentage par rapport aux produits français. Est-ce que le pourcentage par rapport aux produits de l'Union européenne est un peu plus conséquent parce que là vous nous parlez de la Chine ?
Si vous voulez, oui. Aujourd'hui, moi, j'essaie toujours d'abord de vendre français. Après, j'essaie de vendre européen. Mais quand vous prenez, par exemple, un grand fabricant d'électroportatifs qui vend des meuleuses, qui fabrique des perceuses, etc. Aujourd'hui, lui-même fait fabriquer 70% dans des pays comme la Malaisie, la Chine, etc. Même la Dutch qualité qu'on nous vend des fois, quand on regarde bien les étiquettes des produits. Oui, c'est incontournable. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. On y revient un petit peu. On sent quand même que les gens essayent de reconstruire des petites unités de production. Donc moi, à chaque fois qu'on vient me proposer un produit français et que je peux le vendre et qui correspond à mes clients, bien sûr, je fais l'effort de le passer et d'en parler, de faire la communication. Mais je vous avoue que c'est de plus en plus difficile. Et puis aujourd'hui, on a perdu aussi des grands groupes qui étaient capables de... Par exemple, vous prenez les abrasifs, tout ce qui est disque à tronçonner, à poncer, etc. Aujourd'hui, les 3/4 viennent d'Allemagne. Merci Fabrice. Pardon, on est pris par le temps. Allez-y. Merci Fabrice. Oui, c'est la désindustrialisation qui est en marche depuis 50 ans qu'évoque notre ami. Le diable, c'est que quand on vous dit ça vient d'Allemagne, mais c'est fait en Indonésie. Donc, pardon de me répéter, mais la pédagogie, et c'est la répétition. Si l'Europe imposait le marquage de tous les produits vendus en Europe, le marquage d'origine, si vous achetez une marque allemande et que vous voyez que c'est fait en Indonésie, ça va vous refroidir un petit peu. Vous allez vous dire, je me suis fait avoir quelque part. Je pense qu'il faut redonner aux acheteurs la notion de la réalité des choses, la réalité des prix. Quand je vois certaines grandes marques de distribution, je ne citerai pas le nom parce qu'elles font peut-être de la publicité sur votre antenne, mais qui vendent des perceuses à 29 €, faut quand même se dire que c'est de la grosse daube fabriquée très loin, avec un énorme coût carbone et qu'il faut pas aller acheter ça. Sauf si on a des murs en carton. Alors pour revenir justement très rapidement aux chips Belzia, Clémence et Mathieu Maison, redonner de la réalité, c'est aussi ça que vous faites, votre stratégie à vous. En fait, si vous en avez eu de marketing quand vous avez lancé votre vente en ligne, c'était vraiment de montrer votre réalité, votre authenticité, et c'est ça votre message marketing à vous. Oui, le message marketing, c'est de vendre notre histoire, en fait. Le fait de transformer sur place, à la ferme, ça plaît bien sûr. Au consommateur. C'est un peu comme Luc Le Sénécal, qui est toujours en ligne avec nous aussi. C'est votre histoire que vous vendez. C'est ces millions et ces millions de fils de laine qui sont cousus très serrés. 21 mètres pour un pull, pour un tricot. Vous imaginez, pour les dizaines et de centaines. C'est 133 ans de savoir-faire, quoi. C'est des familles, c'est de la transmission, parce que dans toutes ces... le point commun, c'est aussi notre mission, et on le fait avec de la pédagogie, mais on le fait aussi beaucoup dans nos entreprises, c'est la transmission de ces savoir-faire. Voilà. Et avant de parler de relocalisation, soutenons les entreprises qui, comme Tricot Saint-Jean, n'ont jamais délocalisé. Voilà, il y en a d'autres. Voilà. Mais je trouve que moi je suis plutôt très très optimiste, et c'est aussi une fierté pour les salariés. Il y a eu une très très belle exposition à l'Élysée il y a un mois où il y avait plein d'entreprises, et en les écoutant, les chefs d'entreprise étaient fiers parce que ils avaient invité leurs salariés. Les salariés étaient d'une fierté de participer à la réalisation, la prise en compte au plus haut sommet de l'État, qu'il y avait ce tissu économique français du fabriqué en France. Merci voilà. Luc Le Sénécal. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut national des métiers d'art et des tricots Saint-James, qui bénéficie du label EPV Entreprise du patrimoine vivant. Et il faut visiter l'usine Saint-James, c'est formidable. Il y a un savoir-faire exceptionnel. Il faut aller visiter des usines. Moi, je le dis aux auditeurs, allez visiter des usines. Vous avez bien entendu Yves Gigot, ancien ministre, fondateur de la certification Origine France Garantie. Et Clémence et Mathieu Maison, qui sont co-gérants des chips Belzia, la chips artisanale de Beauce, qu'on vous conseille fortement, chers auditeurs, si vous aimez le bon goût. Eh bien, merci, cher Frédéric Brindel. Merci, Judith Belair. On remercie Aurore Cachia aussi, qui est au numérique. Lucille Montier, notre réalisatrice. Zach au standard. Et puis nous, on vous embrasse. On vous retrouve Pascal, demain qui nous à aide 17h. aussi. Voilà, c'est le Loft de musique tout de suite. Musique. 47 TER. Tiens, je vais découvrir. 47 TER. TER. TER.